Bonjour, Philippe Gardette, plusieurs fois record du monde de pâtisserie et maintenant vous écoutez Parler Cuisine. Aujourd'hui, c'est épisode spécial Salon Bon, je cuisine avec les enfants. Voilà, aujourd'hui c'est un épisode moi tout seul, Marc, que je suis au Salon Bon. Le festival Bon Ramène tes parents, 5e édition à Villejuif en cette fin octobre 2019. Un salon mis en place par Olivier Chaput qui est uniquement orienté à éduquer les enfants à la bonne cuisine. Donc on a un espace avec des stands et on peut voir des légumes, des fruits actuels, des fruits exotiques, des légumes oubliés. Il y a du bon pain au levain, il y a des fromages artisanaux, bio. Il y a un stand écaillé, il y a un stand triperie, il y a un stand où on peut préparer les vieux légumes oubliés. Il y a aussi des épreuves de la cuillère d'or, il y a aussi une libraire avec des livres de cuisine pour enfants et quelques dédicaces. C'est Claude Cara était passé par là, c'est lui qui m'a dit il faut que tu y ailles. Lui il passe dimanche, moi je suis ici vendredi, donc j'en profite pour laisser traîner mon micro et interviewer tout ce que je vois d'intéressant, c'est-à-dire c'est des cuisiniers avec des cols de toutes les couleurs, avec des chapeaux, avec des histoires intéressantes, voilà. Il y a des auteurs aussi, je vais vous laisser découvrir les différentes personnes que j'interviewe dans cet épisode. Donc, on est au Salon Bon, actuellement je suis en train de faire le tour parmi les exposants et il y a un exposant qui a attiré mon attention parce qu'ils ont des vélos sur lesquels ils font des smoothies. Alors l'association qui exploite ce stand s'appelle l'association Biocycle et je suis ici avec Margot, bonjour. Bonjour. Alors cette association est particulière en un sens, vous pouvez un peu décrire son activité ? Alors on collecte des invendus dans des supermarchés sur Paris qu'on redistribue ensuite à des associations comme des épiceries solidaires ou des restaurants solidaires entre autres. Et on fait aussi à côté des animations pour les enfants ou pour les adultes de sensibilisation au gaspillage alimentaire en fait. Et donc vous êtes en région parisienne ? Oui, en région parisienne, le bureau est au Grand Voisin dans le 14e et puis on fait les collectes surtout à Paris. Donc vous vous contentez juste de prendre des invendus et de les distribuer ou bien vous en faites encore quelque chose avec ? On les collecte, on les donne et ce qui n'est pas pris par les associations, on les garde pour ensuite faire nos animations de sensibilisation où en fait on fait des smoothies en général avec les fruits qui restent. Parce que je vois qu'il y a aussi des confitures là. Oui, exact. Alors, pas encore été, on m'a pas encore présenté l'activité avec laquelle on fait les confitures en fait. Donc c'est une certaine façon, vous luttez contre le gaspillage alimentaire. C'est ça, on lutte contre le gaspillage alimentaire et oui, voilà. Alors ça représente quel volume à peu près de matière que vous traitez, disons, sur un mois ? Voilà, j'ai pas encore fait un mois complet, donc je suis désolée. J'ai pas la... Je vais peut-être demander à Jean-François. Oui, peut-être plutôt. Sinon ça dépend aussi souvent des saisons. C'est l'été, on récolte plus de fruits, quand c'est l'hiver, plus de légumes. Ça reste des fruits et légumes de saison finalement. Donc vous vous concentrez sur les fruits et légumes ? Oui. On prend aussi du pain un petit peu quand on nous en donne, mais c'est surtout fruits et légumes. Donc, quelles sont les associations auxquelles vous distribuez ces aliments ? Alors on travaille avec l'Agorae dans le 13e, une épicerie solidaire pour les étudiants. Emmaüs aussi et un marché solidaire. Et la table de la ressourcerie créative qui est un restaurant solidaire. Ok. Mais est-ce que c'est pas trop difficile de travailler avec les supermarchés ? Non, en fait ils savent qu'on passe, puis là par exemple on travaille beaucoup avec les Biocoop, donc ils sont aussi sensibles à cette thématique et du coup ils travaillent avec nous avec plaisir. Alors le bruit qu'on entend derrière, c'est des enfants qui sont sur des vélos. Alors en pédalant, ils font tourner un appareil à smoothie, comme ça ils préparent eux-mêmes le smoothie à force musculaire. Parce qu'en plus de zéro déchet, c'est zéro carbone. Hein. Exactement, c'est ça. Quand on travaille les collectes, on les fait avec des vélos triporteurs, avec assistance électrique, mais oui. Alors là, je vais me diriger vers Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors cette association existe depuis combien de temps ? L'association a été créée en fin 2015. Donc c'était avant que la loi passe qui oblige les supermarchés à ne pas jeter leurs invendus. Tout à fait, en fait, c'est parti sur l'idée d'un collectif citoyen, sur la base en fait un petit peu d'une indignation par rapport au gaspillage alimentaire d'un côté et la précarité de personnes qui ne peuvent pas s'alimenter décemment quotidiennement.
Et donc on a démarré en 2014 en mode projet, collectif en 2015, et l'association a vu vraiment ses premières activités être bien lancées à partir de 2016. Et dans ce cadre-là, on a été consulté en fait au préalable de la loi par Guillaume Garot, justement pour apporter un petit peu d'expertise sur la partie relais du don, la partie logistique que l'on opère. Et ça représente à peu près quel volume de matière par mois ? Typiquement, par mois, en fait, chaque semaine, on est sur une demi-tonne. Donc, vous estimez à peu près 2 tonnes en fait, chaque mois de produits collectés. Donc, ça va des fruits et légumes aux produits frais, qui sont en rayon frais des magasins, aux produits secs. Et on les distribue, une fois qu'on les a collectés à l'échelle du magasin, toujours au niveau du quartier, à des associations caritatives qui sont spécialisées sur l'aide alimentaire, qui accompagnent des personnes dans le besoin. Alors, je vois qu'il y a des vélos sur tout le stand. Vous déplacez principalement en vélo ? Alors oui, le vélo, c'est vrai que c'est un petit peu notre outil, on va dire, principal pour opérer les collectes. On ne fait d'ailleurs que ça, on n'utilise que les vélos. Et vous avez 2 vélos en fait sur le stand concernant le Salon Bon. Vous avez le vélo triporteur qui est derrière moi, donc qui est l'outil utilitaire qu'on utilise principalement pour faire les collectes. Et devant moi, on a en fait les vélos mixeurs, qui sont en fait des vélos de récup issus de la fourrière qu'on remet en état mécaniquement, on leur refait un petit peu la peinture et on installe en fait le blender, le mixeur, qui lorsque vous pédalez en fait vous permet de mixer des fruits, des légumes pour faire soit des smoothies, soit des soupes. Donc c'est 0 déchet, 0 carbone, c'est tendance quoi. C'est un petit peu en fait notre identité. Que ce soit tendance ou pas, en fait, c'est un peu une vision citoyenne que l'on a appliquée à travers ce collectif et maintenant cette association. Et j'ai l'impression en effet que ça fait de plus en plus écho à d'autres personnes au sein de la société et aussi quelque part dans les médias. Alors, est-ce que vous avez remarqué depuis que vous avez commencé cette activité un changement dans le comportement des supermarchés ? Depuis que la loi est passée, ça a en effet produit un changement culturel. C'est-à-dire que même si la pénalité est assez mineure, ça a quand même incité en fait, les commerçants aujourd'hui à être beaucoup plus ouverts sur la démarche du don qu'ils l'étaient par le passé. Et je pense que c'est lié en grande partie à l'image que cela en fait, peut produire sur les consommateurs. Est-ce qu'ils commandent davantage ou est-ce que vous voyez qu'il y a une variation dans le volume ou bien dans la nature des produits ? Sur les produits en soi, si on parle par exemple de saisonnalité, on est vraiment encore sur un modèle qui est un petit peu déraisonné, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des produits un petit peu hors saison, sur le cas des fruits et légumes. Je dirais que le fait d'avoir une capacité en fait de quantifier en termes de volume et en termes de valeur, qu'est-ce que le gaspillage alimentaire au sein de leur entreprise, ça quelque part oui, ça les incite à être, on va dire, beaucoup plus précautionneux. Mais c'est très aléatoire d'un magasin à un autre, d'une enseigne à une autre, selon la politique des entreprises. Alors, est-ce que vous avez d'autres associations, ou alors est-ce que vous êtes dans d'autres régions que Paris, ou connaissez-vous d'autres associations qui font des choses similaires ? Alors, vous avez, je pense, et c'est ça qui est formidable en termes d'initiatives citoyennes, beaucoup d'autres associations qui existent sur l'Île-de-France et même au niveau de la France entière. Nous, typiquement, on est né en fait à Paris, dans le 14e. On se développe en fait sur Paris et sa périphérie. Et donc on voit l'ouverture aujourd'hui de Biocycle Ville sur d'autres territoires, notamment le nord de l'Île-de-France et le sud-est de Paris. Et ça veut dire qu'en fait il y a une certaine maturité de nos activités, une reconnaissance aussi de différents publics, ça peut être les collectivités mais aussi les entreprises. Et donc on est amené en fait à étendre un petit peu notre dynamique qui est celle d'agir efficacement contre le gaspillage alimentaire pour aider des personnes dans le besoin via des partenaires associatifs, mais aussi favoriser l'insertion. Parce qu'en fait, les postes salariés en majorité que l'on a aujourd'hui sur la logistique sont des personnes qui sont un petit peu à côté du marché du travail et qui, par notre activité, peuvent un petit peu voir de nouvelles perspectives professionnelles à un horizon de 18 mois. Donc vous faites avec les aliments ce qu'Emmaüs faisait avec les vieux vêtements ? Alors, presque. En quelque sorte, l'image est intéressante. Mais nous, on est sur le relais du don alimentaire. C'est-à-dire que notre vocation, c'est favoriser une sorte de réemploi de l'alimentation, si on pourrait dire, même si je pense que ce n'est pas vraiment le bon propos. C'est plutôt mettre en valeur ce qui n'est pas considéré aujourd'hui comme consommable et qui va être gaspillé, mais qui est en effet totalement bon. Et de favoriser la fraternité, la solidarité plutôt entre des commerces qui sont à l'échelle d'un quartier, des associations qui sont aussi à l'échelle de ce même quartier, et qu'elles travaillent ensemble entre celui qui donne et celui qui reçoit. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable ici, parce que j'imagine qu'il doit y avoir certaines réticences et certaines idées préconçues si on n'est pas très familier avec ce concept. Est-ce que les supermarchés ou les magasins ne vous voient pas un peu comme un concurrent ?
Concurrent, non en soi, parce qu'en fait il y a aujourd'hui une mesure, mais qui est très ancienne, qui doit avoir peut-être déjà plus de 40 ans, qui a été un petit peu promue par Coluche en son temps sur la naissance des Restos du Cœur, qui est la possibilité d'avoir un crédit d'impôt, une défiscalisation au niveau des dons en nature qui sont émis pour les professionnels. Et donc, au-delà du fait que les produits ne sont pas vendus et qu'il y aurait un manque à gagner en quelque sorte, la force de l'État et la démarche de la solidarité fait qu'ils peuvent déduire une partie des produits qu'ils donnent sur leur impôt société. Ah oui, donc c'est intéressant pour eux. Alors, si vous avez un conseil à donner aux consommateurs lorsqu'ils font leurs achats pour justement participer à cette dynamique zéro déchet, laquelle ce serait ? En soi, en fait, ce serait et aux consommateurs actuels, mais aussi aux futurs. Et plutôt que simple consommateur, c'est surtout citoyen et citoyen engagé. C'est d'être conscient en fait du vivant, des saisons, de la nature des produits que l'on achète, et donc de ne pas hésiter en fait à questionner les commerçants sur leur choix dans les rayons ou dans les étals. Et donc voilà, c'est un petit peu deux modèles aujourd'hui qui sont en train d'être un peu en opposition. Vous avez un modèle conventionnel que l'on connaît avec les aspects positifs, parce qu'il y en a quand même, mais aussi beaucoup d'aspects négatifs, et pour la santé humaine et pour la nature, et des modèles émergents qui sont l'agriculture biologique, mais pas que. Vous avez aussi l'agriculture raisonnée, vous avez d'autres modèles en fait de cahier des charges sur l'agriculture biologique, et donc c'est d'être conscient en fait en tout cas que l'alimentation c'est quand même le premier médicament, avant même qu'il soit médicament, et que c'est pour avoir l'énergie suffisante au quotidien, c'est de faire les bons choix en fait au niveau de notre panier. Eh bien, je vous remercie. En tout cas, merci pour votre action qui est positive pour les générations futures. Moi, je suis ici avec mes 2 enfants. Je crois qu'on va revenir faire des smoothies parce qu'ils adorent ça. Et comment est-ce que les gens peuvent vous soutenir ? De différentes manières, en fait, ça peut être de la contribution bénévole sur les différentes activités qui sont les nôtres, par l'activité de logistique, donc de monter sur les triporteurs pour aller collecter les invendus au niveau des magasins et les redistribuer auprès des associations. Ça peut être plus sur des activités bureau, on va dire, sur la communication, sur la partie un petit peu administrative, et ça peut être aussi par du don en argent pour venir nous donner de nouveaux moyens, notamment sur les vélos mixeurs, les vélos triporteurs. Voilà, toute contribution en fait est bienvenue. Donc l'adresse du site c'est biocycle.fr, c'est ça ? Tout à fait, biocycle.fr, ça c'est pour le site web, et si vous souhaitez nous rendre visite, on est installé au Grand Voisin, donc c'est dans le 14e et c'est sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc je vais mettre tous les détails dans les notes de l'épisode. Il y a une page Facebook, vous êtes Biocycle sur Instagram ou c'est LinkedIn ? Tout à fait, oui, sur Instagram, en fait, Biocycle officiel. Ok, voilà, je vous remercie. C'est moi, merci beaucoup. Au revoir. Et donc là, je suis toujours au Salon Bon, au Festival Bon à Villejuif à Paris. Le Salon Bon ramène tes parents, salon de l'alimentation et de la gastronomie pour les enfants. Il y a une librairie, l'association des amis de la librairie Point Commun, qui a un stand comme ça avec plein de livres de cuisine. On nous trouve principalement des livres de cuisine pour enfants. Donc je suis très agréablement surpris de voir qu'ils ont mis en avant Je cuisine un jour bleu de Claude Carac, qu'on nous avons déjà reçu dans ce podcast et qui sera là dimanche pour dédicacer son livre. Et il y a aussi Cuisine leçon en pas à pas de Guillaume Gomez pour les enfants, dont j'avais entendu parler, donc ça va me permettre de mettre la main dessus. Et puis d'autres livres dont les auteurs sont là pour faire la dédicace. Il y a un livre assez fascinant que j'ai pas pu résister de prendre, qui est Contes et recettes d'autrefois par Evelyne Debourg, qui est en train de me dédicacer ma copie. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour chers auditeurs. Et donc, Contes et recettes d'autrefois, les aventures secrètes de Pétronie. Evelyne, la meilleure cantinière de France. Déjà, je vois la bande autour de la meilleure cantinière de France. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, meilleure cantinière de France, ça veut dire qu'un ministre m'a remis ce titre avec la médaille de la fonction publique qu'on donne aux énarques. Donc, c'était un concours culinaire avec Jean-Luc Petit-Renaud. J'ai reçu le prix des talents du goût. Et ce jour-là, le ministre m'a remis le trophée des talents du goût, plus la médaille de la fonction publique en me déclarant meilleure cantinière de France. Donc, c'est un titre officiel ? Titre officiel. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ce titre ? Ce concours, je pense qu'il n'existe plus parce que c'était le concours de la semaine du goût de Jean-Luc Petit-Renaud. Donc je pense que le concours s'est arrêté 1 an après ma remise de prix en 2006. Donc
Donc ça a dû s'arrêter en 2007. Donc en gros, on a dit, voilà, après que Evelyne a reçu le prix, personne d'autre ne peut l'égaler, on retire le truc parce que là, c'est bon, on atteint le sommet, c'est ça? Non, je pense que des concours peuvent justement revenir justement à redonner des titres aux cantines. Parce que moi, je suis très attachée au titre de cantine, cantinière, cantinier. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cantiniers et les cantinières étaient sur les champs de bataille avec des charrettes mobiles. Donc leur cuisine était mobile et construisaient leur four à même la terre, à même le sol, cuisinaient par tous les temps, la neige, le froid, la pluie, la grêle. Et ils étaient là pour réconforter les mourants, les blessés qui étaient sur les champs de bataille. Et moi je dis que c'est un honneur de continuer à porter ce titre de cuisinier, cantinier, cantinière. Voilà. Dites-moi, j'ai grandi à côté du champ de bataille de Waterloo en Belgique et donc les histoires de cantinières font partie justement des campagnes napoléoniennes et donc c'est pas quelque chose totalement n'importe. C'était les premières ambulancières aussi. Oui, bien sûr. Alors nous, dans nos cantines, on peut être mobile, c'est-à-dire qu'il peut y arriver une catastrophe que je ne souhaite pas, mais aux alentours, un avion peut s'écraser, un accident sur l'autoroute. La cantinière du village va aller porter les premiers soins alimentaires dans la salle des fêtes la plus proche ou sur les lieux pour que les gens puissent s'alimenter, boire, manger. On est un peu là pour ça aussi. Hein. Et en plus, moi je suis la maman de tous les enfants qui viennent manger à la cantine, de remplacement. Donc voilà, donc ça reste la bonne petite cantinière qui travaille avec son cœur et voilà, qui donne tout ce qu'elle a pour les enfants, le meilleur dans sa cuisine. Il y a un côté rustique à ce titre, un côté traditionnel, un côté cuisine du terroir, un côté la bonne cuisine d'antan et puis aussi la santé passe par les aliments. La santé est dans l'assiette déjà et je suis très traditionnelle. C'est vrai que j'ai une cuisine traditionnelle, je suis musicienne traditionnelle, c'est vraiment la tradition, ça reste quand même dans mon esprit, cuisiner sainement, cuisiner avec les produits régions, locaux, et puis bon, les bons produits, aller chercher des champignons, ramasser les escargots, cueillir les pissenlits, cueillir les orties, enfin voilà, donc faut manger sainement et je pense que les Français vont revenir vers cette cuisine saine. Oui, on va devoir hein, de toute façon. On n'a pas le choix, c'est ça ou manger les insectes. Alors, quels sont les points communs entre musiciens et cuisiniers ? Tous les deux sont artistes, ils sont inventifs, ils sont passionnés. Et en fait, dans les recettes, c'est comme dans la musique. Dans la musique, il y a 7 notes et on joue à l'infini, on écrit des musiques à l'infini. La cuisine, c'est pareil. On peut cuisiner à l'infini pour égaler son monde. Alors malheureusement, mon compère de podcast Guy n'est pas là aujourd'hui. Je crois que sur ce point-là, il vous rejoint complètement. Alors là, vous êtes en train de me dédicacer le livre Contes et recettes d'autrefois. Dites-moi un peu plus sur ce livre. Alors, Contes et recettes d'autrefois est un livre conçu pour raconter des histoires, des contes, des veillées d'antan, des repas de fête, des repas de village, des contes historiques aussi. Par exemple, dans mon livre, il y a une recette de pain qui s'appelle la marguerite d'Effia. Effia est dans le Puy-de-Dôme, dans le 63. Et sous Henri IV, la reine Margot recevait sa cousine Marguerite. Elle voulait lui faire plaisir, vraiment lui faire très plaisir. Elle voulait lui faire fabriquer un pain en forme de marguerite avec des fruits secs, des fruits confits à l'intérieur. Elle a demandé au boulanger de lui confectionner ce pain et depuis ce jour, le pain continue à être cuisiné de la même façon et s'appelle la marguerite d'Effia. Donc, dans mon livre, c'est plein de choses comme ça. D'où vient le poulet bourbonnais, pourquoi tel aliment, d'où ça vient, voilà. Donc c'est raconter des histoires, des contes, sous forme de contes, et donner envie au lecteur, tout en lisant ce conte, de lui donner envie de cuisiner les recettes qui suivent le conte. Voilà, on raconte une histoire, il y a un repas qui se fait derrière, on a les recettes, on a tout pour donner envie au lecteur de cuisiner. C'est super intéressant. Là-dessus, de nouveau, mon ami Guy aurait été très heureux parce qu'il aime bien toujours donner le contexte. Et donc, c'est le genre de livre, même si on n'aime pas cuisiner, c'est intéressant juste pour la culture générale de pouvoir feuilleter et lire. Bah oui, parce que c'est enrichissant. On vous donne les bases pour cuisiner. C'est des recettes simples, faciles, avec les produits de la nature, des produits de terroir. On ne peut pas vous donner d'autres moyens plus simples que vraiment cuisiner le plus simplement possible pour sentir les saveurs telles qu'elles sont, telles que la nature nous les propose. On les cuisine, mais ça reste toujours le goût du terroir, le goût de la terre, le goût de ce qu'on nous offre. Si vous mangez des orties, des pissenlits, il faut que c'est le goût de pissenlits, d'orties. Voilà, on n'est pas là pour dire tiens, je vais mettre ça et ça, jouer un peu à l'apprenti sorcier. Non, on cuisine, voilà.
le plus simplement possible pour éveiller au goût pour les adultes, les enfants, pour tout le monde. Encore un livre pour briller en société. Dites-moi, si vous avez un conseil à donner aux gens qui ont des enfants ou pour les générations futures dans les années à venir en matière d'alimentation, quel serait le conseil que vous leur donnerez ? Déjà, il faut transmettre à vos enfants ce que vous avez vu dans votre enfance, dans votre petite enfance. Essayez de retourner en arrière vers vos grands-parents, arrière-grands-parents et essayez de se rappeler cette époque heureuse où on pouvait cuisiner simplement, sainement et transmettre à vos enfants votre savoir. C'est-à-dire que moi, ma devise, c'est un peu ça, c'est avoir un savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire ce que j'ai appris, je vais l'apprendre à mon enfant parce que c'est mon rôle de lui apprendre. Comme lui dire bonjour, au revoir, la politesse. Voilà comment se tenir en société. Eh bien, apprendre à cuisiner, c'est la vie, c'est s'alimenter, c'est la première chose qu'on doit apprendre à manger. Manger, c'est la vie, c'est le corps en a besoin, donc il faut le faire sainement et avec des bons produits. Donc j'entends là derrière qu'il y a des expériences d'enfance qui ont été marquantes en matière de cuisine. Il y a une odeur particulière ou un goût particulier qui marque votre enfance ? Disons que moi je suis la 3e génération de cuisinières professionnelles et il n'y en a aucune qui m'a appris à cuisiner. Donc j'ai un petit regret là-dessus. Donc mon fils, j'ai mon plus jeune fils qui est cuisinier. Lui, j'ai mes 2 fils, je leur ai appris à cuisiner. C'est primordial, il faut vraiment transmettre ce que l'on sait. Et c'est vrai que moi j'ai un peu souffert que ma grand-mère et ma mère n'ont pas pris le temps de m'apprendre. Elles étaient un peu débordées dans leur travail. Et c'est dommage parce que c'est tellement beau de transmettre. Je veux dire, c'est un enseignement. En fait, on devrait enseigner tous les jours à nos enfants ce que l'on sait pour qu'ils fassent mieux que nous après, par la suite. Et alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont d'une famille où justement ce savoir de cuisine a disparu ? Parce qu'il y a des gens comme ça qui me disent « je ne sais pas cuisiner, ma mère ne savait pas cuisiner, mais j'aimerais bien… » Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, j'ai écrit 2 livres, surtout le dernier qui vient de sortir, les recettes magiques de Pétronille. C'est fait pour que les enfants et les parents travaillent ensemble sur des recettes simples, comme si on démarrait, qu'on apprenait quelque chose dès le départ. Ça permet à la famille de se recentrer, de se retrouver juste avant le repas pour le préparer, pour partager des choses ensemble, parce que c'est merveilleux d'être ensemble en famille, au lieu d'être chacun de son côté avec son ordinateur, son téléphone. Prendre le temps de cuisiner, c'est simple. Vous en avez pour un quart d'heure de préparer le repas. Si toute la famille est autour, c'est encore mieux. Ça durera 5 minutes. Et vraiment, avec tout ce que vous avez à la maison, il faut cuisiner sainement parce qu'on perd les saveurs. Et puis la santé, comme on dit, elle est dans l'assiette. Si on mange trop industriel, comme on voit énormément de gens qui ont du diabète, même jeunes, il faut faire attention à ce que l'on mange. On peut se faire plaisir à manger de temps en temps des petites cochonneries entre parenthèses, mais c'est vrai qu'il faut vraiment penser à manger sainement. Alors, j'ai feuilleté ce livre, effectivement, ce sont des recettes basiques qui sont super bien illustrées. Donc, j'imagine que pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est vraiment bien fait parce que vous donnez le matériel, la recette, et c'est vraiment illustré pas à pas. Ça me rappelle un petit peu le livre, justement, de Claude Carat. Donc, c'est vraiment pour les nuls de chez les nuls. On n'est jamais nul, parce que quand on apprend, c'est qu'on n'est pas nul, c'est que vraiment on a envie d'apprendre quelque chose. C'est fait, là, c'est comme un jeu de loi. Vous allez faire case par case les étapes de la recette avec vos enfants. C'est hyper facile, l'enfant il comprend tout de suite, il y a un dessin. En plus, c'est un très bon dessinateur qui fait des bandes dessinées lui-même et qui travaille pour une maison connue et qui s'appelle Philippe Brocard. Et lui, il a fait des super dessins, il y a des superbes couleurs. Et là, vous pouvez que vous faire plaisir. S'amuser en cuisinant, c'est le but de se faire plaisir en famille. Et donc, vous êtes ici avec une jolie paire de livres, très intéressante, qui justement contribue à nous aider à mieux cuisiner, finalement, un peu comme notre podcast. Donc, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Est-ce que vous avez d'autres livres ? J'écris le 3e. Alors là, ça sera un livre qui sera destiné pour les futurs vacanciers. C'est surtout la cuisine du camping. Alors les gens qui partent en vacances, ils devraient sortir au printemps. Je vais essayer de le finir au printemps pour qu'ils sortent et puis pour que les enfants, les parents se retrouvent au camping ou en vacances, cuisiner simplement avec très peu de moyens et puis se faire plaisir toujours en cuisinant. Loin des caricatures de camping, parce que c'est quand même une grande tradition française d'aller faire passer ses vacances au camping. Oui, mais si on part 15 jours, 3 semaines, c'est vrai que manger les sandwichs, la charcuterie, faire des choses simples
qu'on peut faire au camping, dans les bungalows ou sous la toile de la tente. On peut toujours changer un peu du barbecue, se faire plaisir tout simplement. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet? Alors, mon éditeur est M+ Édition à Lyon. Donc vous tapez sur internet M+ Édition, vous arrivez directement sur le site pour acheter le livre. Sinon vous pouvez aller sur Amazon, vous allez dans toutes les bonnes librairies en France, les Leclerc, voilà, toutes les enseignes. Mon livre est distribué sur tout le territoire national et même à l'étranger. Eh bien, je vous remercie, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Bonne journée alors. Merci, bonne journée à vous. Alors je suis toujours au Salon Bon, salon de l'alimentation de la gastronomie pour les enfants. Je me retrouve de l'autre côté de la table des dédicaces avec Véronique Bouffre-Rivière qui a un livre dont le titre est assez intéressant et intriguant, Cuisiner sans recette. Bonjour Véronique. Bonjour. Cuisiner sans recette, est-ce que c'est possible? Bien sûr, il y a plein de gens, là, j'en croise ici sur le salon, qui me disent « Ah oui, mais moi, il n'y a que comme ça que je cuisine ». Voilà, il y a beaucoup de gens, les gens qui savent cuisiner, souvent cuisinent sans recette. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cuisiner sans recette? Cuisiner à l'inspiration, comme ça vient, on ouvre son placard ou ses placards, on regarde ce qu'il y a dans le frigo, puis on se dit tiens, je vais faire, j'ai des épinards, du chèvre, qu'est-ce que je pourrais faire? Mes épinards ils sont un peu gros, donc je ne vais pas les faire en salade, je vais faire une petite soupe où je vais les faire sauter, et puis je ferai des... Vous voyez, au fur et à mesure on invente, voilà, pour moi c'est ça cuisiner sans recette. Et est-ce qu'il faut quand même s'y connaître un peu en cuisine pour cuisiner comme ça? Alors, moi justement, je m'adresse à des gens qui s'y connaissent pas du tout. Moi, je suis journaliste spécialisée dans l'alimentation bio. Je travaille depuis 15 ans pour un magazine d'un réseau bio en France. Et donc, j'écris beaucoup d'articles sur l'alimentation. Et puis en parallèle, je fais des cours de cuisine aussi. J'anime des cours de cuisine depuis 15 ans. Et les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont envie de manger des produits de qualité, des produits bio, des produits de saison, des produits frais. Et souvent, ils ne savent pas cuisiner. Et des fois, ils me disent « Oui, mais toi, tu es créatif, toi, tu sais. » Et moi, je leur montre. Puis j'ai été formée en pleine conscience. Et donc, j'apprends aux gens à arrêter d'être dans sa tête. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est extrêmement mental. On est tout le temps en train de chercher de l'info. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, c'est comme ça qu'on fait, etc. Voilà. Et on oublie qu'on peut juste se brancher sur son cœur d'enfant. Un petit enfant de 3 ans, vous lui donnez des crayons de couleur et puis du papier, il va pas vous dire « Mais moi, je sais pas dessiner. » Il prend et puis il fait. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, si on se branche aussi sur notre cœur d'enfant, on est capable, avec n'importe quoi, à partir du moment où les matières premières sont de bonne qualité, si c'est des bons légumes, des bonnes céréales, des bonnes huiles, on peut vraiment broder, inventer, utiliser ses sens, se dire « Ah là là, ça serait joli, tiens, je vais rajouter ça, je goûte. Ah non, ça manque de... Qu'est-ce que je pourrais rajouter ?» Et en fonctionnant comme ça, dans mes ateliers, je fais ça, j'appelle ça la cuisine spontanée. Ça marche très bien. Et donc les gens m'ont dit, est-ce que, mais quand même, tu pourrais pas, on aurait besoin d'avoir des recettes. Et donc j'ai fait un bouquin qui a quand même des recettes que j'appelle plutôt des modes opératoires, desquels il faut sortir parce qu'en fait on n'est jamais obligé d'avoir un truc. On peut toujours se passer d'une épice, on va mettre autre chose, on invente au fur et à mesure. Un grand chef, souvent, moi je dis, dans un resto, il faut prendre la cuisine, le menu du marché. Parce que c'est là où on est sûr de se régaler, parce que le chef il est allé au marché le matin, il a eu les meilleurs produits, etc. Et puis, clac, 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 de façon presque magique. Alors lui, il a des techniques, bien sûr, mais n'importe qui, même sans technique, à mon avis, peut réussir à se faire à manger des choses de qualité. Ça peut être juste des carottes râpées, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mes carottes? Si c'est des bonnes carottes, elles auront un bon goût. Qu'est-ce que je vais mettre comme sauce? Peut-être un jus d'orange avec un petit zeste ou du citron. Je vais changer de vinaigre, je vais mettre des huiles différentes. Et voilà, c'est ça le principe de mon bouquin. Donc vous voyez, au début, il y a... en fait, moi, comme je fais beaucoup d'animations dans les magasins bio aussi, souvent les gens sont déroutés par les produits. Parce qu'il y a plein de légumes méconnus, il y a des graines, il y a des algues, il y a des céréales bizarres. Donc il y a toute une partie comme ça, assez journalistique et pédagogue sur qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on le prépare, est-ce que ça s'épluche ou pas, ça se cuit pas. Voilà, donc vraiment ma cible, c'est les gens qui ne savent pas cuisiner.
Mais il y a aussi plein de gens qui savent cuisiner, qui ont acheté mon bouquin et qui me disent « Oh là là, ça me fait du bien parce que du coup, ça m'ouvre des possibles auxquels je n'avais pas pensé. » Et puis après, voilà, vous voyez, là, par exemple, il y a une double page sur les œufs. Comment ça se cuisine des œufs de plein de façons différentes. Voilà, on a été très attentifs, on est 3 à avoir fait le bouquin, très attentifs sur la qualité des photos. C'est important pour que ça donne envie à la mise en page. Et puis après, on travaille sur les envies de la personne. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va dire j'ai envie de faire une tarte, pour reprendre mon exemple, à l'épinard et aux chèvres. Ça va plutôt être quelqu'un qui va se dire oh, j'ai pas de temps aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire, quelque chose qui va vite. Ou tiens, j'ai plutôt envie de faire une soupe. Ou tiens, j'ai envie de faire. Vous voyez, les entrées du bouquin, elles sont comme ça, quoi. Voilà. Et après, comment je me débrouille? Qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, j'ai envie de faire une salade. Il y a des grandes bases de salade, avec des céréales, avec des trucs crus, avec des fruits. Voilà, le principe c'est ça, c'est des grandes idées et puis après, appropriez-les-vous, soyez autonomes. Donc, je vois qu'il y a même une catégorie budget serré. C'est spécial gilet jaune, ça. Tout le monde, on a tous plus ou moins des fins de mois un peu compliqués. Il peut y avoir des fois. Je m'adresse aussi aux étudiants. Je sais qu'il y a des jeunes, ils ont envie de bien manger, mais ils n'ont pas forcément de sous. Ça permet d'expliquer qu'avec une carcasse, mon Dieu, faut pas acheter une carcasse. On peut faire un bon bouillon, quoi. C'est vraiment super. Et après, ça va faire une base pour son risotto, pour juste sa soupe. Voilà. C'est aussi parce que moi, je parle de produits bio, et donc du coup, la question du prix, elle est fondamentale. Quand même. Oui, est-ce que le bio est-il trop cher pour que tout le monde puisse se le permettre? Moi, j'inverse le problème. Je dis surtout qu'aujourd'hui, on peut accéder à des produits censés être mangeables à des prix qui sont impossibles, en fait. Je pense que manger, c'est politique. L'alimentation, c'est politique. Selon ce que j'achète, c'est important de se poser la question, à ce prix-là, est-ce que le producteur a été payé correctement? Qui a fait quoi? Comment? Voilà, c'est très important. Et donc, du coup, quand on achète des produits directement au producteur, qu'il a travaillé correctement, c'est normal qu'il soit payé bien. Et souvent, quand on va acheter des produits tout prêts, ils coûtent cher. Donc si on se remet à cuisiner, moi c'est une des raisons du bouquin, c'est parce que dans mes ateliers, je disais aux gens, mais si vous voulez manger bio, cuisinez par vous-même. N'achetez pas des choses toutes prêtes, quoi. On peut acheter des galettes de sarrasin toutes prêtes, par exemple, mais les faire soi-même, ça c'est rien du tout, quoi. On achète juste les graines, on les fait tremper dans de l'eau, ou on prend de la farine comme on veut, et voilà, et on laisse poser, on mixe si c'est les graines, et on a sa pâte à galette, quoi. Et ça coûte rien du tout. Sauf le plaisir de le faire. Ah oui, parce que bon, il y a le prix, mais il y a aussi donc le manque de technique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses pour ne pas cuisiner. Quelle est la pire excuse que vous avez entendue? La pire excuse que j'ai entendue? Déjà, moi, les gens, ils viennent à mes ateliers quand même. Donc, ils ont un peu... Mais souvent, ils me disent, je suis pas créatif, je sais pas faire. Par exemple, je pense à une dame, je pense souvent à elle, une fille brillante, qui disait tout le temps, mais moi je suis nulle en cuisine. D'ailleurs, je vais te dire, la seule fois où j'ai essayé de cuisiner, j'ai voulu faire des cannelloni. Donc je suis allée chercher la recette sur internet. Et puis il disait qu'il fallait du bouillon cube, j'en avais pas. Donc j'ai rien mis. Et donc elle n'a pas mis d'eau non plus, quoi. Et donc forcément, ces cannelloni étaient imbouffables. Et je lui ai dit, mais enfin, comme tu es une fille intelligente, si tu avais réfléchi, si tu t'es pas mis en mode perroquet qui va faire bêtement, sans réfléchir, ce qui est indiqué sur l'écran de l'ordinateur ou dans le bouquin, si tu avais réfléchi, tu te serais dit, j'ai pas de bouillon cube, mais je vais mettre juste de l'eau. Ou je prends de l'eau et qu'est-ce que j'ai? Un petit peu de sauce soja, voilà. Donc je pense que vraiment, le souci, c'est que les gens ne réfléchissent pas, ils sont pas autonomes et ils pensent qu'il faut savoir. Moi, un des trucs qui me déplaise le plus, c'est quand les gens qui cuisinent bien disent, c'est pas comme ça qu'on fait. J'en parlais avec Evelyne, ma voisine tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'on fait. L'autre jour avec ma tante, elle me dit, ah oui, mais la salade grecque, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux. On met on peut mettre ou pas, plus ou moins de feta, des olives, pas d'olives, des oignons, pas d'oignons, des tomates, pas de tomates. Le principal, c'est qu'au final, on se régale. Enfin, vous voyez, en France, je trouve qu'on enferme trop dans des techniques. Moi, j'adore regarder des émissions de télé parce que ça m'ouvre beaucoup sur la technique. Mais je trouve terrible d'avoir des chefs qui disent c'est comme ça qu'on fait. Non, ça c'est pas comme ça, parce qu'en fait, ils empêchent plein de gens. Plein de gens se disent c'est pas pour moi, c'est trop dur, quoi. Et bien sûr, ce qu'ils feront, ça ne vaudra jamais ce qui est fait par un grand chef. Moi, je suis allée manger dans des étoilés. Quand je suis allée manger chez Alain Passard pour un reportage, j'ai pleuré
devant mon assiette, tellement c'était bon, c'était au-delà de l'imaginable. Hein. C'était plus que de la cuisine, c'était de l'art, quoi. C'était orgasmique? Ah, c'était orgasmique complètement, quoi. C'était sa jardinière de légumes. Ah, c'était un truc. J'ai commencé à penser à tout le travail des jardiniers qui avaient fait pousser tous ces légumes, le travail de tournage de toutes ces petites carottes de couleur. C'était un truc, mais voilà. Et évidemment que moi, ce que je propose aux gens de faire dans mon bouquin, ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. C'est de la cuisine du quotidien. Mais il faut qu'au quotidien, les gens aient conscience que ce que je vais acheter tous les jours pour manger, ça construit la société de demain. C'est le monde qu'on prépare pour nos enfants. Et donc, voilà, tous les jours, je vais acheter des produits de qualité. Je les prépare du mieux que je peux. Voilà, ça sera peut-être pas super bon, mais si c'est des bons produits, ça peut pas être mauvais. Si c'est bien cuit, si je suis attentif. Des fois, des gens dans mes ateliers me disent « Ah, mais en fait, je croyais que j'aimais pas les brocolis, mais là, c'est bon. Pourquoi ?» Parce que c'est des brocolis frais, qui sont bien cuits, à la vapeur, ils n'ont pas trempé dans la flotte, et puis on les arrête juste au bon moment, quand ils ont encore la jolie couleur, avant qu'ils tournent au marronasse et qu'ils deviennent un truc avec un goût de soufre pas possible. Donc faut mettre de l'amour, pas se dire je sais pas, faire tourner son bon sens, et ça fonctionne. Et avec ces brocolis là, un petit filet d'une bonne huile, et puis c'est tout. On n'a pas la prétention d'être un grand chef, mais on va bien manger, on va se régaler, on sera en bonne santé, et je trouve ça c'est un super projet, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens mettent en avant leur manque de créativité pour justement non seulement ne pas cuisiner, mais aussi ne pas se mettre à des activités créatives. Et quand je vois mes enfants, ils sont hyper créatifs. Comment ça se fait qu'en arrivant adulte, on ait cette créativité qui soit complètement occultée? Je pense que c'est du conditionnement de notre société. On est vraiment conditionné sur c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement, ah mais non, mais je sais pas. Mais moi, il y a des gens, mon fils de 23 ans, il est hyper créatif en cuisine, il m'épate, parce que lui, il a un mode de vie où il fait avec ce qu'il a, quoi. Donc, alors il me dit, j'avais pas ça, donc j'ai mis ça, oh là là, c'était vachement bon. Et vraiment, mais bien sûr qu'il faut oser. En fait, il faut pas avoir peur de se tromper. Parce qu'en fait, l'important, quand on se trompe, déjà, si on choisit des produits de qualité, le risque qu'on prend est un peu minime, et si on se trompe ensuite il y a toujours moyen de rectifier quand même, alors sauf si c'est complètement cramé avec un goût terrible, et là bon, mais la plupart du temps il y a quand même moyen. Si c'est trop salé, on va rediluer, on va rajouter des trucs, enfin vous voyez, il faut goûter, il faut faire confiance à ses sens, et ça je pense que les gens ils ont oublié ça, ils sont trop dans leur tête, pas assez dans leur corps, pas assez dans l'intuition, dans le plaisir. Et si on est attentif à cuisiner avec bonheur, et quelque part on va pas se tromper, parce qu'on va goûter, ah j'ai fait ça, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans, ah je vais rajouter des petites graines de sésame, ça va donner un petit goût, voilà, et la plupart du temps ça fonctionne. Et si je me suis plantée, j'essaie de comprendre pourquoi. Ah ouais, mais à quel moment est-ce que je me suis trompée? J'aurais peut-être dû... Ah ouais, non, en fait, j'ai pas fait gaffe. Et souvent, c'est ça. J'étais pas attentif, j'étais pas concentrée à ce que je faisais. Et donc, j'y suis allée sur le sel, boum, badaboum. Et puis, en fait, j'en ai mis trop, quoi. C'est souvent un manque d'attention. Parce que sur Internet, il y a quand même un petit peu, à boire et à manger en termes de recettes. C'est quelque chose qui, moi avec Guy, quand on tombe sur des recettes, parce qu'il y a des gens qui nous envoient des questions, ils disent j'ai essayé de faire cette blanquette sur Marmiton ou sur Cuisine AZ, et puis ça n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on regarde la recette, techniquement, il manque un liant, ou il manque un ingrédient, ou alors il manque une étape, ou il y a des erreurs. Et j'ai aussi le même problème avec certains livres de recettes. Je ne vais pas les mentionner parce que je ne veux pas mettre... j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment regarder en profondeur le vôtre. Est-ce que vous avez testé vos recettes? Oui, elles ont toutes été testées, ne serait-ce que par la photographe. Elle les a forcément toutes testées pour pouvoir les photographier, etc. Voilà. Et donc, il y a eu 2 ou 3 fois où elle m'a dit « Ah, Véro, il y en a une, là, ça marche pas bien. À ton avis, qu'est-ce que tu as oublié de mettre? Les proportions, c'est peut-être pas tout à fait juste. Voilà. » Et donc, on a rectifié derrière. Je pense que un des soucis, c'est sur une recette, c'est quand on veut atteindre un objectif précis. Voyez ? Si vous vous dites, je veux faire, alors on reste sur mon exemple du début, une tarte aux épinards avec du chèvre et puis des graines comme ci, comme ça, comme l'autre, du coup on ferme plein de possibles. Si vous vous dites, je démarre avec des épinards et du chèvre, je vais commencer comme ça, finalement, mes épinards ils sont un peu forts en goût, du coup je vais rajouter des pommes de terre, etc. Voyez, et que vous laissez la possibilité, c'est comme quand on part en voyage. Si vous vous dites, je vais à Londres,
Et donc voilà, vous allez à Londres, vous n'avez pas d'autre possibilité. Si vous dites, je prends mon sac à dos, je pars, et en fonction du carrefour, je vais voir ce que je fais, eh ben vous partez en voyage, mais vous ne savez pas où vous allez. Et moi, c'est un peu ça ce que je propose en fait. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je vous disais, c'est un livre qui prend complètement à contre-pied. Moi, en tant que journaliste, des livres de cuisine, j'en ai reçu des quantités astronomiques. C'est des livres qui sont tout le temps écrits par des gens qui savent bien cuisiner et qui donc n'arrivent pas à se mettre à la place des gens qui ne savent pas. Parce que, voilà, pour eux, c'est comme ça qu'on fait, etc. Voilà, c'est super. Sauf que les gens qui ne savent pas cuisiner, ils ouvrent le bouquin et déjà, souvent, quand ils voient la liste des ingrédients, ils font « Oh, bon, laisse tomber. Voilà. » Et donc moi, j'ai fait très attention parce que je les rencontre en atelier régulièrement. Vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est des ingrédients simples. Voilà, c'est des trucs basiques qu'on a plus ou moins dans son frigo. Voilà, c'est hyper important ça. Et en fait, en plus, la consigne du bouquin, c'est de dire surtout ne vous arrêtez pas à ce qui est indiqué dans le livre sur les ingrédients. Si vous n'avez pas cette épice-là, vous pouvez mettre une autre. Si vous n'avez pas du chouquel, vous pouvez mettre du poireau. Voilà, si on ne fait pas marcher son bon sens, on va forcément trouver une façon de remplacer. Voilà. Donc on n'est jamais coincé. Parce que vous, je suis sûre, Marc, dans votre cuisine, vous n'êtes jamais vraiment coincé quand vous faites quelque chose. Non, jamais. Voilà. Parce que vous réfléchissez. Et je pense que vraiment, il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles. Oui, non mais c'est vrai, beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner autour de moi, quand je les vois, ils prennent un livre de recettes, ils voient ça un peu comme un algorithme qu'il faut absolument respecter à la lettre. Alors ils mesurent chaque ingrédient au grammage près, alors qu'on a un peu une marge de manœuvre, peut-être pas en pâtisserie, mais en tout cas en cuisine. Oui, puis par exemple, vous voyez, j'ai mis une recette de coleslaw. Voilà. Parce que je trouve que c'est très pratique le coleslaw pour donc aller dans le chapitre sur les salades. C'est hyper pratique pour faire une salade d'hiver, de crudité, un peu vitaminée. Mais en fait, un coleslaw, on n'est pas obligé de faire la recette de base technique de gens qui vont dire « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait ». On va juste râper des légumes, les mettre en petits morceaux, et puis voilà, c'est celle-là. Donc on peut mettre céleri, carottes, pommes. Mais on peut mettre des endives si on veut dedans. Il y a des gens qui disent « Ah mais moi je mets pas de céleri, mais on peut mettre du chou blanc. » Enfin voilà, qu'est-ce qui empêche de le faire en fait ? Personne ne l'empêche. Ça dépend qu'est-ce que j'ai chez moi. Et puis effectivement, je vais mettre une petite vinaigrette qui sera un petit peu crémée et puis qui sera à la fois acide, moutardée et puis avec quand même un petit peu de sucre dedans. Et puis je vais mettre des raisins secs. Mais si j'aime pas les raisins secs, je peux mettre des figues ou je peux mettre des abricots. Et puis après, je peux rajouter des noix. Mais a priori, on n'est pas obligé de mettre des noix. On peut aussi mettre des graines de tournesol parce que c'est plus local, parce qu'on en a dans son placard ou du sésame. Vous voyez, l'idée elle est là. C'est qu'en fait, on part de quelque chose qui existe. Et puis ensuite, on se l'approprie et puis on goûte. Ah ouais, c'est bon, mais moi, des gens des fois me disent « Oh, mais moi, j'aime pas ça. » Eh ben, t'en mets pas si t'aimes pas la moutarde. Tu mets pas de moutarde. En revanche, tu peux rajouter de la harissa. Rien t'en empêche après tout. Si toi, t'aimes, l'important, c'est de goûter et de voir si ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de remplacer l'enseignement du théorème de Pythagore par des cours de cuisine à l'école ? Moi, franchement, moi, je cuisine, je propose des animations en entreprise. Je pense que la cuisine, ça mène à tout. Et que le fait de faire cuisiner, par exemple, dans une entreprise de n'importe quoi, des gens ensemble, ça leur permet de mesurer quel est leur comportement dans la vie. Il y a des gens qui ont des œillères, qui pensent qu'il faut faire comme ça, pas autrement. Il y en a, c'est un vrai bazar sur leur table. C'est extrêmement intéressant pour apprendre de soi, pour apprendre comment on fonctionne. Et je pense qu'effectivement, dans les écoles, les faire cuisiner pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils réfléchissent, qu'ils apprennent à connaître leur spécificité, parce qu'on est tous différents, je pense que ce serait quelque chose de formidable. Peut-être qu'on y viendra un jour. De toute façon, le monde va mal. On voit les changements climatiques, tout ça, etc. Je pense que dans quelques temps, on risque d'être tous amenés à devoir cuisiner avec... Moi, je propose aussi des balades cueillettes de plantes sauvages pour que les gens... moi, j'adore faire des ateliers où on va chercher les légumes directement dans la terre pour que les gens voient que ça pousse, quoi. Manger, c'est pas prendre son caddie et puis sa carte bleue pour aller au supermarché ou prendre son téléphone et commander un truc quelque part, on ne sait pas d'où ça vient, quoi. L'important, c'est quand même de retourner au... Enfin, le mot de traçabilité, il a beaucoup de sens. Qui fait quoi, comment ? Quand on dit le lait, aujourd'hui, on dit le lait, c'est mauvais pour la santé. Il y a des générations de nos grands-parents qui ont mangé du lait, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les vaches, il y en a plein qui mangent plus d'herbe. Et les pauvres, elles vivent dans des conditions... Voilà, donc qu'est-ce que la vache a mangé ? Comment elle a vécu ?
Ça, c'est important. Le lait qui sort du pied de la vache, qui a mangé de l'herbe pendant toute sa vie dans un verger avec des pommiers de haute tige, ça n'a rien à voir avec la pauvre vache qui a bouffé du soja OGM toute sa vie dans des stabulations, dans une usine. Enfin, c'est d'une telle évidence. Voilà, donc je pense que la cuisine, c'est du bon sens et du plaisir. Un conseil pour les générations futures ? Se faire confiance et être créatif. Ok, merci beaucoup. Merci Marc. Donc là, on va retrouver Jean-Luc Vianney, de la poissonnerie Vianney. Il a un joli col bleu, blanc, rouge de MOF. Monsieur Moff, meilleur ouvrier de France 2011, spécialiste en produits de la mer. Donc là, je suis avec Jean-Luc Moff Vianney. Alors Jean-Luc Vianney, oui, meilleur ouvrier de France, poissonnier écaillé. Parce que je vois sur la veste derrière, c'est marqué Jean-Luc Moff, MOF. Donc MOF, écaillé, poissonnier, quelle différence avec ceux de cuisine ? Alors nous, on est sur la matière brute. Donc c'est le travail accru du produit, c'est la sélection du produit, savoir choisir le bon produit au bon moment, donc à la saison et au bon endroit. Voilà. Et savoir le découper, le sublimer pour qu'après derrière les gens puissent le cuisiner comme il faut. Donc vous êtes ici au Salon Bon, qu'est-ce que vous faites là exactement ? Alors là, moi, je suis là pour faire découvrir ou redécouvrir aux enfants ce que c'est qu'un vrai et bon poisson. Voilà, parce qu'il y a de tout dans le poisson et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de pêche industrielle. Et donc là, nous, on leur fait découvrir des poissons de petits bateaux, de ligne, de pêche traditionnelle et qui est surtout éco-responsable. Maintenant, c'est des mots qu'il faut, qu'on emploie aujourd'hui, qui sont un peu, on va dire, tendance. Maintenant, nous, en tant que poissonniers, ça a toujours été notre manière de faire. Et donc, on veut faire voir aux enfants qu'on peut manger du très bon poisson, pêcher à la ligne notamment, sans se ruiner non plus. Donc ça, c'est le discours qu'on va avoir avec les parents. Et on vient leur faire découvrir d'autres espèces. Donc là, on est sorti. Je suis pas venu avec du saumon, je suis pas venu avec du cabillaud. Je suis venu avec de la vieille, de la coquette, du chinchard. Alors on a de la dorade, on a du bar, on a du congre. On est venu avec des espèces de saison. Voilà. Pour faire voir que les enfants peuvent manger autre chose que du cabillaud et du saumon et se régaler. Ou du tilapia. Pardon ? Ou le tilapia. Ou le tilapia, ou le panga, mais bon, je vais plus vous parler, moi, de poissons de nos côtes, pas de ce qui va venir d'ailleurs. Voilà. Alors, vous avez un magnifique stand avec tout plein de poissons et les enfants peuvent toucher. Oui, alors ici, c'est la particularité par rapport à un magasin, c'est qu'on permet aux enfants, justement, de toucher le produit. Donc ça leur permet aussi d'enlever cette crainte ou cette peur qu'ils peuvent avoir avec le poisson. Du coup, on leur amène un contact avec le produit. Alors, c'est un côté amusant où ils s'amusent. Puis en même temps, ils découvrent la texture, les différences qu'il peut y avoir d'une espèce à une autre. Et après, surtout, ce qu'on veut leur faire, c'est découvrir, c'est le goût. Voilà. Et on leur fait goûter aussi bien cru, cuisiné. Aujourd'hui, on s'est amusé à leur faire des associations de saveurs avec des fruits pour amener un petit côté ludique aussi. Voilà, parce qu'on vient de me faire goûter un petit morceau de bar mariné sur... c'était quoi, de la betterave ? C'était un chou rouge. Voilà. Ouais, un chou rouge et un jus de pomme. Voilà, monté en vinaigrette. Ça qui était réalisé avec un chef de collectivité qui était avec nous là. Voilà, et on est parti sur un bar d'élevage bio, voilà, où on risque pas déjà la perte de la ressource, c'est un produit qui est en danger en ce moment, et le fait qu'on prenne du bio, donc on va éviter tout ce qui est les pesticides, les hormones de croissance et les farines animales. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait acheter du poisson de manière responsable ? Eh bien, qu'elle s'oriente vers une poissonnerie traditionnelle, qu'elle se soit en boutique ou sur les marchés, et qu'elle parle avec le professionnel pour savoir si son produit est vraiment sur de la pêche responsable ou pas. Après, le meilleur moyen et le petit test que moi je donne à tous mes clients dans ma boutique, c'est une cuisson. On achète un poisson, on ne sait pas toujours. Puis la personne peut dire tout ce qu'elle veut aussi. Le test que le consommateur peut avoir, c'est dans une poêle chaude, elle met son poisson. Si son poisson réduit énormément, c'est déjà mauvais signe. Ça va faire beaucoup d'eau. Donc l'eau, le poisson va recracher tous les bains de saumure. Et si ça fait de la mousse, là, le poisson recrache les colorants et les conservateurs.
Donc là, on sait qu'on est sur une pêche industrielle, on sait qu'on est sur un poisson qui a entre 1 semaine à 3 semaines de mer. Alors que sur la pêche responsable, on va être sur des pêches de 5 à 6 heures de mer. Et sur les étiquettes, également, le consommateur peut voir le type d'engin de pêche. Il peut savoir si c'est de la pêche de ligne, si c'est de la pêche de trémaille, si c'est de la palanque, si c'est de la seine. Ça, il sera au courant de ça. Alors, cuisiner du poisson pour les enfants a toujours été, pour moi, je trouve un challenge parce que parce que les enfants n'aiment pas les arêtes. Alors, comment je fais? On les retire. Après, faut demander aussi à son poissonnier, à ce moment-là, de pouvoir lever en filet et de retirer les arêtes du poisson. Ça, c'est possible, sans aucun problème. Parce que là, j'ai parlé à Olivia Chaput qui a son opinion assez tranchée sur les nuggets, par exemple pour ceux qui ont le poulet, mais pour le poisson, il y a les fish sticks, qui est souvent la solution de facilité que les parents ont pour faire manger du poisson à leurs enfants. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce... Oui, faire ce genre de choses pour les enfants, que les parents fassent ce genre de choses, oui, mais qu'ils le fassent eux. Comme ça, ils sont sûrs de ce qu'ils vont donner à leurs enfants. Parce que s'ils vont acheter du tout prêt, des nuggets de poisson en tout prêt, moi aussi j'ai un avis bien tranché là-dessus. Et moi, je n'en mangerai pas et je n'en donnerai même pas à mon chat, personnellement. Donc encore moins à un enfant. Bon, disons-le, c'est de la merde. Je vais pas dire ça, mais il y a des émissions aujourd'hui qui existent. Les gens peuvent aller sur Internet. Ils ont juste à taper pulpe de poisson. Et ils verront ce que c'est que la pulpe de poisson qui sert de base pour beaucoup de recettes, et notamment les nuggets de poisson. Donc dans ces cas-là, ils prennent des filets de poisson, ils les taillent en bâtonnets, ils les mettent avec du jaune d'œuf, un peu de panure, et ils les font frire, et les enfants ils vont se régaler, et là ils mangeront un vrai poisson. En plus, ça on peut faire avec les enfants. Exactement, et au contraire. Et le principe dans tout ça, c'est d'emmener les enfants avec soi faire les courses, les faire participer au choix des produits et après à la maison, les faire participer à l'élaboration du plat. L'enfant va s'amuser à faire ça, il va passer un bon moment avec la maman ou le papa ou avec tout le monde. Et en plus derrière, il va manger avec plaisir parce qu'il aura déjà vu le produit, il aura participé à la préparation, il l'aura cuisiné. Il aura encore du coup plus d'intérêt à le manger. Et on enlève déjà beaucoup de barrières en faisant ça. Vous avez des enfants? 2, oui. Garçons, filles? 2 garçons. Vous cuisinez avec? Oui, tout à fait. Alors, il y a des périodes... quand ils sont tout petits, voilà, c'est plus compliqué, hein, on leur fait. Après, il y a des âges transitoires un peu délicats. Et je vois maintenant, moi, ils arrivent dans l'adolescence. Et au contraire, je vois ce week-end, on était avec des amis à eux. J'avais toute une petite bande d'ados avec moi pour cuisiner. Et c'était super sympa. Et les enfants ont pris plaisir. Et ils ont tout mangé. C'était limite si nous, on en avait derrière, quoi. Et qu'est-ce qu'ils aiment préparer? Moi, j'aime bien mettre la pain à la pâte, que ça soit découper, toucher la matière, découper la matière et après la cuire. Donc c'est le côté sympa. Ou après, moi j'essaye aussi de leur faire penser à des associations d'ingrédients, d'éléments qu'on peut mettre. Alors après, c'est sûr, il faut toujours faire des associations qui vont aimer eux. On est sûr que ça mâche beaucoup plus facilement derrière. Alors, celui qui va vous dire oui mais j'ai pas vraiment le budget pour pouvoir acheter du poisson frais toutes les semaines, qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben faux. On peut manger du poisson de manière régulière, mais il faut acheter des poissons de saison. Donc il faut sortir des grands classiques et consommer de saison. Alors si je ne suis pas au courant des saisons, je peux trouver ça où? On peut trouver ça sur Internet. Moi, il y avait l'association Éthique Océan qui était là. Moi, je travaille aussi avec Mr Good Fish. Il y a plusieurs associations qu'on peut trouver sur Internet où vous allez pouvoir trouver les saisons des produits. Alors, on peut vous trouver, si les gens veulent vous trouver, où est-ce que vous opérez? Moi, je suis à Lyon, donc on peut me retrouver sur le plateau de la Croix-Rousse, le quartier des Terreaux, et depuis peu dans le centre-ville de Lyon, dans la nouvelle halle de l'Hôtel-Dieu, à côté de la Cité internationale de la gastronomie. Vous avez un site internet? Oui, maisonvianney.fr. Ok, merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merci. Alors, je suis toujours au festival de Villejuif. Et là, je suis en compagnie de Philippe Gardette. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, Philippe Gardette m'a donné sa carte de visite. Et en fait, il y a plein de choses qui sont marquées dessus. Et ce qui m'a incité à venir lui parler, c'est qu'il a un joli col multicolore, un peu comme les maillots de cyclistes de champion du monde.
Oui, tout à fait. Ce sont les couleurs de record du monde et de champion du monde. Ah, vous êtes champion du monde de quoi exactement? Alors j'ai plusieurs records, tous dans la pâtisserie en fait. On a fait la plus grande confiture de tomates vertes, on a fait le plus grand train en financier, on a fait la plus grande descente de luge en chocolat. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a fait la plus grande bûche qui faisait moitié chocolat, moitié framboise. Et puis je sais même plus les autres. La plus grande tarte au chocolat bastiaise en Corse. Et puis j'en ai oublié un, je sais plus lequel. Tout ça, ça fait de belles décorations sur la veste, on voit quasiment plus le blanc derrière. Oui, ça fait des vestes bien imprimées, multicolores, et tout à fait. C'est pas trop leur emporter? Non, pas du tout, on se fait plaisir, on s'amuse. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien, pour les enfants, aujourd'hui, moi j'ai fait des démonstrations et dégustations de confiture. Confiture de fruits rouges et confiture de framboise. Alors, un conseil pour les gens qui veulent cuisiner avec leurs enfants? Eh bien, déjà de se faire plaisir d'abord aux enfants, les laisser choisir leurs fruits et faire la confiture avec les fruits qu'ils aiment. Alors, quelle est la confiture la plus facile à faire avec les enfants? Elles sont toutes faciles. Après, en général, ils aiment souvent la fraise ou l'abricot. Ok. Et comment dire? Parce que moi j'ai grandi dans une famille cuisinier et bon, quand les cuisiniers sont occupés, généralement les enfants doivent rester loin de la cuisine. Comment faire pour justement arriver à les impliquer dans la cuisine? Écoutez, moi je sais pas, moi j'ai 2 enfants. Dès qu'ils ont pu marcher, j'étais dans mes pattes en cuisine et ils y sont toujours aujourd'hui encore. Quoi, vous cuisinez vos enfants? Je cuisine pas mes enfants, mais ils cuisinent avec moi, oui, tout à fait. Alors, comment vous arrivez à les tenir intéressés par la cuisine? Ah bah c'est pas compliqué, hein. Ils sont gourmands et ils aiment les choses qui ont du goût. Donc ça se fait tout seul. Parce que parfois on se dit que c'est dangereux la cuisine parce qu'il y a des outils tranchants, il y a des outils trop chauds. Comment vous faites au niveau sécurité avec les enfants? Donc c'est vrai, ça coupe, ça glisse, ça brûle. Après c'est question de faire attention tout simplement. On leur a montré, on leur a approché les mains quand c'était chaud pour qu'ils voient que c'est chaud, qu'ils se rendent compte des choses, etc. Et ils font attention naturellement. Dès le départ, ils ont pris l'habitude de regarder et d'observer et de regarder ce qu'ils faisaient exactement. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent cuisiner? J'ai pas compris. Quel est leur plat préféré qu'ils aiment cuisiner? Ah, ils aiment beaucoup les escargots. Les escargots en sauce. Les escargots, vous allez chercher vous-même? On va en ramasser de temps en temps, oui, au printemps, tout à fait. Alors quand vous vous baladez avec eux, vous récoltez quoi? Ben, ça dépend des endroits où on est. On peut ramasser des escargots, mais ça peut faire aussi une cueillette de mûres, une cueillette de framboises, même des prunes, des fois des noix, suivant l'endroit et ce qu'on trouve. Vous devez habiter à la campagne alors? Oui, tout à fait, absolument. On n'est pas en ville. Vous êtes où exactement? J'ai pas entendu. Vous êtes où? Moi, je suis à Neuilly-sur-Marne exactement, et on a une maison en Normandie, en plein milieu des champs. Alors, une question qui fait un petit peu polémique en rentrée en Belgique en ce début d'année, c'est que pensez-vous de la dégradation de l'enseignement hôtelier, et en tout cas en enseignement de cuisine? Après, c'est comme tout, hein. Moi, je suis professeur de cuisine et de pâtisserie, et ça dépend des profs, et c'est à chaque prof de pouvoir faire intéresser les élèves qu'il a en face de lui. Moi, j'ai aucun souci avec mes élèves, jamais. Et vous, c'est dû à quoi? Peut-être une façon d'appréhender les choses, une façon de leur parler et de leur montrer les choses, de leur faire goûter, etc. et de leur faire reproduire ce qu'on a fait. Alors, vous auriez une recette simple à faire avec les enfants? Une recette simple, après, tout est simple quand on sait faire. Après, c'est suivant leur goût, quoi. Après, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai fait avec un enfant, avec un petit... on avait fait des escalopes de veau normande, tout simplement. Avec des champignons, du cidre et des pommes. En vitesse, vous pouvez expliquer comment on fait? Il nous faut un petit peu de fond de veau. On a fait revenir les escalopes. On a crémé la sauce avec le fond. On a cuit à côté des pommes fruits qu'on avait ramassées justement le matin même dans les vergers. Et avec quelques champignons de Paris, ça va très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Je suis toujours au Salon Bon et je vois qu'il y a Olivier Chaput qui est là. Je vais essayer de l'attraper pour poser une question. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens
qui essaye d'avoir son temps. Alors Olivier Chaput, c'est un chef qui est très jeune comme ça. Il porte sa veste un peu comme un t-shirt et il a toujours un chapeau. Alors, j'aimerais bien savoir le chapeau pourquoi. Donc, on va essayer de l'avoir. On entend derrière les animations. Je vois qu'il est en train de dédicacer son livre. Je cuisine comme un grand, donc il fait des livres de cuisine pour enfants. Donc pourquoi s'intéresser aux enfants? Ça, c'est aussi une question. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à vouloir cuisiner aux enfants? Et pourquoi s'en tenir toujours à des recettes très simples? Et pourquoi c'est important de faire cuisiner les enfants? Olivier Chaput, merci d'être là. Merci d'avoir mis en place cet événement. Ça fait que c'est la 40e édition. C'est la 5e édition qu'on organise à Villejuif. Enfin la 4e à Villejuif, on avait fait une à Palavas-les-Flots. Et alors, mais pourquoi pour les enfants? Les enfants, pour moi, c'est la base en fait. Donc je pense qu'il y a plein de choses à leur apprendre, à leur transmettre. Et je pense qu'on est dans un monde où malheureusement, il y a eu un petit peu une fracture sur la transmission. Et en plus, il y avait des produits où les enfants n'arrivaient plus vraiment à identifier ce qu'ils avaient dans leur assiette. Donc c'est parti de ce constat-là. Et du coup, on a décidé de faire ce festival pour revenir un peu à des valeurs, à des sources, et puis leur faire découvrir des produits qu'ils peut-être ne connaissent pas. En tout cas, c'est génial. Moi, je vois les stands avec des poissonniers, avec des fromages, avec même des abats. C'est difficile d'enseigner aux enfants? Non, c'est pas difficile parce qu'en fait, ils sont super curieux. Ils sont même presque plus curieux que nous. Donc du coup, en fait, c'est très simple. Ils posent plein de questions. Des questions d'ailleurs même où vraiment on s'y attend pas, quoi. Donc du coup, c'est assez rigolo. Et ça leur permet comme ça de leur apprendre plein de petites choses. Et c'est simple parce que plus ils vont manipuler de toute façon, plus ils vont avoir envie de découvrir des produits, plus ils vont avoir envie de manger ou de cuisiner en tous les cas, ils comprendront le fonctionnement. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai 3 garçons, moi. Ils seront cuisiniers? Je sais pas s'ils seront cuisiniers. Je pense qu'ils aiment bien manger, par contre. Alors, le chapeau, pourquoi? Le chapeau, parce que déjà, c'est une belle marque de fabrique. Ça permet un peu de se rendre accessible par rapport au monde des enfants. Parce que la toque, en cuisine, on doit avoir la tête couverte. Donc, je me suis dit, autant la couvrir avec quelque chose de sympa. Et la toque, c'est un peu réservé, on va dire, à la cuisine pure quand on est dans nos établissements. Alors du coup, moi maintenant, je porte un chapeau tout le temps et puis ça me permet d'être un peu plus funky avec les enfants. Alors qu'est-ce qui vous a emmené vers la cuisine? Ce qui m'a emmené vers la cuisine, en fait, je sais pas du tout. Moi, à l'âge de 5 ans, je voulais faire à manger et ça m'a pas quitté en fait. Donc du coup, quand j'ai eu l'âge, on m'a inscrit au lycée hôtelier grâce à ma proviseur et mes parents. Et puis au final, c'était lancé, quoi. Donc ça fait depuis quand que vous cuisinez? Moi, j'ai commencé à apprendre au lycée hôtelier, que je cuisine tout le temps, parce qu'avec ma maman, je cuisinais. Mais je suis rentré au lycée hôtelier à 14 ans. Alors, j'imagine qu'il y a une influence de la cuisine dans l'enfance. Quelle est l'odeur de cuisine qui vous rappelle l'enfance? Le poulet rôti. Vous avez grandi où? Moi, j'ai grandi dans le Limousin. Du coup, voilà, on est assez imprégné des bons produits, on est assez imprégné. Et puis bon, les parents avaient un jardin, donc automatiquement, on ramassait les légumes, on a des bêtes autour de chez nous, que ce soit la race limousine en viande, le veau. On est un des rares endroits où on a quand même une biodiversité en France assez prononcée. Donc on a plein de types d'animaux, on a des poissons dans nos rivières, et puis le maraîchage est quand même facile. Donc c'est une belle région. Donc je pense que tout ça imprègne un cuisinier de toute façon. Et qu'est-ce que vous préférez cuisiner vous? En fait, moi j'adore cuisiner les légumes et en seconde position je mettrais le poisson. Ok. Et avec les enfants? Avec les enfants, en fait, je crois que c'est pareil. J'aime cuisiner les légumes, donc du coup, je leur fais découvrir tout ça un peu à ma façon. Donc j'essaye de jamais cacher en tous les cas le légume. Et c'est vrai que avec les enfants, la facilité, c'est d'essayer d'aller amener vers du sucré, c'est sûr. Mais je pense que en fait, maintenant, les enfants évoluent et leur palais évolue. Et on arrive vers un public qui, de plus en plus, se pose des questions et amène du salé et apprécie le salé dans son assiette, quoi. Oui, en tout cas, je vois les enfants ici sont tous excités, ils sont super contents. Il y a des ateliers en bas pour les enfants spécialement, à parents non permis. Donc on peut juste se mettre à place dans une salle à côté à les regarder en vidéo. Quel est le meilleur compliment que vous avez reçu des enfants?
C'est génial. En tout cas, ils n'ont pas envie de partir et ça fait plaisir parce que finalement ça change des activités habituelles. Vous reviendrez l'an prochain ? Oui, bien sûr. Nous, on essaie en tous les cas de faire plusieurs anniversaires. Alors, c'est vrai que là, l'idée de ce festival, c'est de se dédoubler et aujourd'hui, on aimerait rayonner en France sur plusieurs régions, au moins 4 régions par an pour respecter les 4 saisons. Parce que là, en fait, en Ile-de-France, on est quand même sur l'automne, on a des produits automne, entrée d'hiver. L'histoire après, c'est d'aller dans d'autres régions pour faire découvrir notre festival et puis de travailler un maximum de produits et de respecter les saisons. Et pourquoi que la France ? On se déplacera certainement plus loin si on a des petites connexions, mais bon, pour le moment, on n'en a pas eu vraiment. On a la Suisse qui est un peu intéressée. D'ailleurs, j'ai beaucoup de bénévoles, de chefs suisses qui viennent, même là pendant le week-end au festival. La Suisse nous a ouvert des portes, donc on verra. Sinon, c'est vrai qu'en France, on a plusieurs villes qui veulent avoir le festival dans leur département, enfin en tous les cas chez eux, donc c'est plutôt encourageant. Vous n'avez pas l'impression que vous remplissez un vide que l'éducation nationale devrait remplir ? Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Sincèrement, donc moi je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine. Et de plus en plus, ils s'interrogent et on m'approche de plus en plus dans ce domaine-là. L'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de rendre les cours de cuisine et de pâtisserie obligatoires à l'école. Tout ce qu'on rend obligatoire pour un enfant, de toute façon, l'enfant ne le respecte pas, ça devient un handicap, ça devient quelque chose de compliqué. Par contre, proposer à chaque rentrée scolaire des ateliers, comme par exemple on propose un atelier théâtre, chorale, piscine et autres, ou échecs et autres, dire aux enfants, dans notre école, il y a possibilité aussi d'avoir un atelier par semaine, tous les 15 jours, de cuisine. Nous, on met ça en place déjà depuis quelques temps, parce que l'association existe depuis 2011, et on commence tout juste à être un tout petit peu entendu. Donc je pense que l'éducation nationale devrait se pencher sur le problème, mais de façon ouverte, et pas de façon stricte, et dire on remet les cours de cuisine à l'école. Je pense que ça, par contre, ça serait une erreur. Vous ne pensez pas que justement la disparition de l'enseignement ménager, comme on l'appelait dans les années 60, était justement une volonté de vouloir favoriser les grands lobbies agroalimentaires ? Moi, je pense qu'en fait, ça a vraiment handicapé la transmission, les enfants, même au niveau manuel. On a des enfants qui passaient un temps, étaient moins dégourdis parce qu'on leur apprenait moins les choses, en tous les cas à l'école, de façon manuelle. Et je pense que, je ne sais pas si ça a amené une volonté et tout ça, mais en tous les cas, je pense qu'on a été trop gouverné par le monde industriel, trop gouverné par les mauvais produits, par les rajouts de tout. Et aujourd'hui, on le paye au prix fort. Et pour que nos enfants deviennent des adultes en bonne santé, je pense qu'il faut inverser les choses. Il ne faut pas bannir les industriels. Il faut leur dire que maintenant, s'ils veulent avoir des futurs clients, ils ont plutôt intérêt à changer de mentalité. C'est ça en fait, et changer un peu leur façon de faire, leur façon de penser, leur méthode. Moi, quand je vois qu'on mange encore des nuggets avec de la carcasse, avec des becs de poulet, enfin que le poulet rentre dans la machine en entier, et que les parents ne réagissent pas, c'est là en fait où je trouve qu'il y a aussi un problème. Donc on joue aussi nous le jeu de l'industriel. Donc je pense qu'il faut arrêter tout ça. Il faut que les parents, c'est pour ça que le salon s'appelle #bon ramène tes parents, c'est parce que je pense qu'il faut ramener aussi les gens à la réalité des choses. On ne peut pas aller dans certains fast-food en se cachant les yeux en disant oui, bon, on aime bien, il y a un jeu à la fin du repas. Parce que la vie, c'est pas ça en fait. Je pense qu'avant tout, c'est la santé de nos enfants. Et il me semble que aller dans ce genre de lieu, une fois par mois, aller à la rigueur, le plaisir, c'est sympa. Mais quand certains enfants me disent qu'ils y vont 3-4 fois par semaine, moi je trouve que c'est dangereux. Et je trouve que là où on joue le mauvais rôle des industriels, c'est quand on se met dans cette position-là. C'est-à-dire qu'en fait, on joue leur jeu en fait. Et là, je pense que les industriels, si ils veulent avoir des futurs clients et perdurer, ils ont plutôt intérêt à faire vite, mais très très vite machine arrière. Parce que d'ailleurs, on le voit. Alors après, on peut dire que le bio, c'est une mode et ainsi de suite. Mais on le voit. On voit que les enfants deviennent de plus en plus regardants. On voit que les enfants nous ramènent à des réalités. Moi, j'ai un fils qui a 12 ans. Quand il va sur son chemin de l'école, il m'a demandé d'acheter des gants Mappa. Il ramasse les déchets et il ramasse plein de choses en allant sur son chemin de l'école avec ses copains et ses copines. Donc, quelque part, je me dis, eux ont une prise de conscience. Donc, revenons un peu à la réalité, à des choses saines. Voilà.
Oui, le bio est une mode, c'est une mode qui a même perduré pendant plus de 10 000 ans avant. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on en a fait un outil marketing. Moi, je ramassais les légumes dans le jardin de mes parents et tout ça. Et il n'y avait pas de pesticides ou il n'y avait pas de choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'on... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut qu'on ait ce genre de choses pour faire prendre conscience aux gens. C'est-à-dire que... Alors on va tous manger bio, d'accord. Alors le bio ça coûte hyper cher, enfin ça coûtait hyper cher parce que maintenant on est revenu à des choses raisonnables, mais il faut qu'on arrive dans ce genre de choses pour qu'on prenne conscience. Alors que bon, moi j'avoue franchement, je pense que si on choisit ses produits, si on choisit ses producteurs, si on va sur les marchés, déjà on économisera de l'argent, ça c'est clair et net. Moi, je pense que acheter ce qu'on a besoin, c'est essentiel. Pas acheter 10 kilos de carottes si on a besoin de 1 kilo. Pour moi, c'est la base. Après, manger raisonné, manger local le plus possible, aller chercher le petit producteur qui va bien. Il y a plein de choses maintenant qui sont mises à disposition du grand public, qui étaient avant mis à disposition aux chefs de cuisine, mais maintenant c'est mis à disposition. On peut aller cueillir nos fruits et nos légumes tout seul. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir des journées d'œufs, des semaines d'œufs pour on a l'impression qu'il faut, grâce à ça on a une prise de conscience. Moi je pense que la prise de conscience c'est nos enfants qui sont en train de nous renvoyer un boomerang et nous dire attention, là maintenant nous on est les enfants et on commence à prendre un certain pouvoir parce que comme les enfants d'ailleurs ont eu tout le temps le pouvoir sur plein de choses. Quand ils voulaient nous amener je sais pas, dans un parc d'attractions, on y va pour faire plaisir à nos enfants. On sait qu'on va manger des gaufres et des crêpes et que ça va être génial d'être un petit peu dans l'excès aujourd'hui parce que c'est fête. Mais revenir après à du sain, je trouve que c'est bien. Alors c'est les enfants qui nous guident. Donc je trouve que là, sur ce festival-là, on le voit bien. Les enfants sont contents, les parents ont le sourire. Donc ça veut dire qu'on commence un petit peu à gagner du terrain. Et moi, je trouve que c'est dommage d'avoir des effets de mode. On devrait se poser la bonne question. Voilà. Ok, donc je vois que vous faites votre part en publiant des livres de cuisine pour les enfants. Oui, alors moi j'ai fait 2 livres de cuisine avec les éditions Erol. On a fait un livre avec des bases. Par exemple, on prend la pâte à cake, qui est une pâte à cake de base. Et moi je voulais apprendre en fait aux enfants à un peu traiter un peu l'anti-gaspi. Se dire tiens, j'ai une pâte à cake, elle est simple. Elle peut aussi bien être sucrée ou salée d'ailleurs. Et après, je sais pas, il me reste justement des petits morceaux du poulet rôti de dimanche midi ou de samedi, je vais les mettre dans mon cake. Il me reste quelques olives de l'apéro des parents, hop, je mets dans le cake. Et en fait, du coup, ça amène l'enfant aussi à se poser des bonnes questions, à se dire, tiens, quand j'ouvre le frigo de mes parents, c'est quoi tout ce gaspillage, voilà. Et donc là, il y a une prise de conscience. Et après, ça rejaillit automatiquement sur les parents. Mais vous savez, moi, je pense sincèrement que la transmission, ça a été le frein. À un moment donné, quand on disait tiens on veut faire une recette de gâteau au chocolat, qu'est-ce qu'on faisait? L'enfant voulait faire une recette, on prenait notre téléphone ou notre tablette et on allait chercher sur internet la recette qu'elle est sur tel ou tel site. Ça avant c'était papa ou maman qui le transmettait. Donc moi je ne veux pas revenir à des trucs parce qu'il faut vivre avec son temps, mais je trouve que le fait de faire ce genre de salon, quand je vois des parents qui partagent avec leurs enfants, là on a les produits tripiers, là, quand ils sont juste en face de moi, il n'y en a aucun qui sait reconnaître les produits tripiers. Alors que c'est quand même la gastronomie française. Donc je trouve que c'est génial quand on voit une tête de veau dans une vitrine. Au début, ça peut choquer des enfants, puis après ça peut les faire rire, et puis après on les amène à penser autre chose, à penser différemment. Mais voilà, pour les légumes c'est pareil, pour les poissons c'est pareil. Moi là, tout à l'heure il y a un poulpe sur le poissonnier, il y avait une petite fille qui touchait les petites valves là du poulpe. Je trouve ça génial, parce qu'au moins là on est dans la vraie transmission. On touche, on regarde, on observe et du coup les parents partent ici enchantés, on te remercie, c'est super, c'est ci, ça. Et moi là, voilà, j'ai fait ma part du gâteau et je suis vraiment content de ça. Et je suis content que enfin on parle du festival et enfin on parle de l'association. Après, Olivier Chaput, c'est autre chose. Je suis cuisinier, moi, c'est mon métier. Voilà, l'association, c'est beaucoup plus important que moi, je crois. Cuisinier dans un restaurant ? Oui, j'ai un restaurant à Villejuif justement. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça, c'est le restaurant. Et c'est mon métier, j'ai appris ce métier, je vis de mon métier. Là, il est où exactement le restaurant ? Il est à Villejuif, ça s'appelle le restaurant Chaud Devant, on est en face de la médiathèque, de la mairie de Villejuif, juste à côté du théâtre Romain-Rolland. Voilà, donc si vous achetez un livre d'Olivier Chaput que vous voulez faire dédicacer, il suffit d'aller au restaurant. Oui, on peut. Et puis en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que dans mon restaurant, j'ai mis mes plats
moitié prix, moitié portion pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants mangent pareil que les parents. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est une réalité des choses. Il faut que les cuisiniers commencent à se mettre à ce genre de choses. Arrêtez le menu enfant, pizza, nuggets. Ouais, il y a trop de choses. Ou alors le faire soi-même. Là, on a un pizzaiolo en bas qui fait des super pizzas avec un super produit. C'est bon, c'est équilibré, ça a du goût. Voilà. Et puis, c'est pas des pizzas qui font 40-50 cm de diamètre. C'est des vraies bonnes pizzas. Elles font 20 cm de diamètre. Bon, on a fini la pizza, on n'a plus faim. Voilà, je pense que c'est ça. Mais on a du bon produit. Et un bon produit nous nourrit mieux. Donc voilà, qu'il soit bio ou autre, il faut qu'un produit nous nourrisse bien. Et avec des bons produits. Moi, là, j'étais à Limoges le week-end dernier. La race limousine, c'est une viande superbe. Mais on n'a pas besoin d'en manger 450 grammes. On peut en manger 150 grammes et voilà, avoir ce sentiment de satiété parce qu'elle nous nourrit correctement. Et donc du coup, ça permet d'en manger une fois par semaine. On n'est pas obligé d'en manger 15 fois par semaine. Tout ça, c'est une histoire de raisonnement, de prise de conscience. Et nous, on est là un peu pour ça, pour faire prendre conscience. Après, moi, je bosse avec des nutritionnistes, je bosse avec des sportifs, je me renseigne un petit peu partout pour essayer aussi de comprendre comment amener tout ça aux enfants sans que ce soit une obligation, sans être moralisateur. Voilà, on essaye d'être le plus ouvert possible. Et moi, j'en apprends tous les jours, donc du coup, ça me permet de transmettre un peu ce que je sais. On peut vous retrouver sur quel site internet ? Alors moi, j'ai un site internet qui est olivierchaput.com. Après, on a le site de l'association, lesenfantscuisine.com. Et le site du festival, c'est pareil. Donc voilà, j'ai plusieurs sites. Voilà. Sinon, sur Google, Olivier Chaput, et puis comme ça, on voit un peu ce que j'ai fait. Voilà, avec un T à la fin et un chapeau sur la tête. Voilà, c'est ça, un T à la fin. Merci. Merci beaucoup et ravi que vous soyez passés parce que ça nous fait plaisir que quand des médias s'intéressent à nos événements parce que ça nous permet de durer et de faire parler de nous. Donc merci à vous surtout. Merci beaucoup. J'espère qu'on se verra l'année prochaine. Normalement, on continue. Merci. Alors voilà, ma journée au Salon Bon est quasiment terminée. Mes enfants ont pu assister à 2 ateliers dans lesquels ils ont cuisiné avec la supervision d'un chef. Ils sont enchantés, ça fait plaisir à voir. Un salon, il y a encore samedi, dimanche. Malheureusement, je ne peux pas y être parce que mon séjour à Paris est limité. Mais franchement, c'était une expérience extraordinaire. Et ça m'a redonné envie de cuisiner avec les enfants. Et je me rends compte qu'il y a énormément de possibilités de passer du temps de qualité avec ces enfants, tout simplement à la cuisine, et puis leur faire découvrir de nouvelles choses et surtout leur donner envie de manger. Je crois que c'est un défi que je vois qui se représente chez beaucoup de parents, de faire manger aux enfants des aliments de qualité. Il y avait notamment un stand là de personnes qui font de la cuisine collective et qui cuisinent en bio avec 60% de bio au moins. Et je vois que de plus en plus comme ça de parents sont préoccupés par ce que leurs enfants mangent. Eux-mêmes s'en fichent un peu de manger de la merde, mais leurs enfants, non, il faut que ça mange des choses de qualité. Et ça, on peut tous le faire en justement passant du temps à cuisiner avec eux. Donc je suis parti avec plein d'idées, quelques livres, de bons interviews. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je ne peux que vous encourager de cuisiner avec vos enfants. Et si vous n'en avez pas, avec vos neveux, avec les voisins, avec des amis. Et en tout cas, il n'est jamais trop tôt pour leur apprendre à faire de la bonne cuisine. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Thank you.